et vers qui elle nous envoie. Donc on n'est pas laissé, nous, on est accompagné dans cette démarche. On sait qu'il faut un haut niveau de coopération entre tous les membres du réseau, entre les médecins, les infirmières, les autres professionnels, les personnels soignants. On sait qu'il ne faut pas de rupture entre la santé, la prévention et les services sociaux. Il faut que la gamme des services dispensés dépende seulement des compétences des professionnels et des réseaux. Il faut s'adapter région par région aux compétences qui existent et aux contraintes qui existent. Il faut accepter que l'on ait des systèmes qui soient différents dans les différents coins du Québec. Ça a été une erreur de croire qu'on allait faire les mêmes CS3S à Montréal que ceux qu'on allait faire en région. On sait que c'est une erreur. On sait que les C3S en région marchent plutôt bien, souvent, que les C3S à Montréal, je sais que M. David est peut-être à moitié d'accord, ne marchent pas, en fait. Et c'est le paradoxe des métropoles. Et donc, il faudrait que l'on puisse accepter qu'il y ait de la diversité. Alors, tout ça nous amène à dire, au fond, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. Si, depuis plus de 50 ans, on sait ce qu'il faudrait faire, et qu'on n'est pas arrivé à le faire, c'est que les raisons sont profondes. Et quand on voit les recommandations que font nos partis politiques actuellement pour résoudre le problème de la santé, on peut être que terriblement triste, parce qu'aucun de ces programmes ne s'adresse à des questions de fond. Ils referment exactement la même chose que ce qu'on a fait dans le passé. Alors, on se retrouve dans cette situation très paradoxale. On a fait des réformes de structure, avec la loi 25, avec la loi 90, on a fait de la structure. Mais on n'a pas fait ce qui va permettre de modifier les pratiques. De modifier les pratiques des personnes malades, des professionnels, des gestionnaires, des médecins. On n'a pas fait ces changements. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse changer les pratiques? Il faudrait entraîner, ce que je pense, une véritable révolution culturelle. Il faudrait penser les choses différemment, penser suffisamment différemment pour nous permettre de créer des incitations qui iraient dans le sens, les incitations, je veux dire, des façons de payer, qui iraient dans le sens de ce qui est requis. Alors là, je pense que c'est important, je vais lire ce morceau-là, parce que ça me semble aujourd'hui, il me semble important. Aujourd'hui, quand nous parlons du système de soins, des médecins, des infirmières, des hôpitaux, et aussi quand eux-mêmes parlent, nous utilisons tous des schémas interprétatifs, des façons de penser dans nos têtes, des façons de voir dans nos têtes. Nous utilisons des schémas interprétatifs, des catégories de perception qui sont dictées par le monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons que très difficilement faire autrement. Or, penser des réseaux de proximité comme ceux que j'ai évoqués, c'est justement pouvoir envisager quelque chose de radicalement différent de ce qui existe aujourd'hui. Et ce que j'ai évoqué impliquerait qu'on inverse toute la hiérarchie de pouvoir et de légitimité du système de soins actuel. Et alors, c'est dans la mesure où on serait capable de commencer à penser différemment qu'on pourrait trouver des pistes de solutions. Donc il faudrait trouver des mots qui nous permettraient de penser différemment. Les mots qu'on utilise sont des mots usés. J'aime beaucoup Québec solidaire, mais vouloir remettre les CLC sur la table comme la solution, c'est comme trop tard. Le concept du CLC est usé. On l'a mis en place il y a 50 ans, on l'a abîmé, on l'a graffiné, il est inutilisable. Et je pense qu'il faut le changer. Il faut créer des incitations différentes. Il faut payer les médecins et les établissements de façon à refléter la nouvelle hiérarchie de légitimité. Autrement dit, il faut payer les médecins de première ligne plus que les médecins spécialistes. Il faut que c'est tout simple. C'est ce qui se fait en Angleterre, quasiment. Si on ne le fait pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et il faut implanter des systèmes d'information qui rendent compte des responsabilités des réseaux de proximité. Autrement dit, on arriverait à dire, pour qu'on puisse implanter ces réseaux de proximité, il faudrait qu'on ait une espèce de très large coalition qui pousse pour ce changement de vision, ce renversement de la pyramide des pouvoirs dans le système de santé. Et pour que ça marche, il faudrait donc que ces changements-là soient appuyés par les groupes actuellement en situation d'autorité. Il faudrait que les médecins spécialistes puissent adhérer au système. Or, les médecins spécialistes sont ceux qui perdraient le plus dans le cadre de ces réformes.
Et je pense qu'on est là dans une espèce de contradiction qui avait très très bien, je termine là-dessus, illustré Martin Luther King. Il disait « L'histoire est la longue et tragique illustration du fait que les groupes privilégiés cèdent rarement leurs privilèges sans y être contraints. Il arrive que les individus soient touchés par la lumière et la morale et renoncent d'eux-mêmes à leurs attitudes injustes. Mais les groupes ont rarement autant de moralité que les individus. » Merci, M. Pontin-Riopoulos, pour ces propos inspirants. Maintenant, M. René Lachapelle. Alors, René Lachapelle est doctorant en service social à l'Université Laval. Il est aussi professionnel de recherche à la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire à l'Université du Québec en Outaouais. Il a été organisateur communautaire au CLSC du Havre et au C3S de Pierre de Sorel de 1985 à 2009 et président du regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire, le RIAC, de 2002 à 2006. Alors, à toi, René. Merci. Alors, mon point de vue, ça va être un point de vue davantage d'organisateur communautaire. Pas que je vais parler juste de l'organisation. Mon point de vue, ça va être un point de vue davantage d'organisateur communautaire. Non pas que je vais parler seulement de l'organisation communautaire, mais je vais regarder les C3S à partir de ce point de vue-là de gens qui travaillent dans une perspective de territoire. Et il m'apparaît important, tout le monde a fait référence au début des CLSC, puis à la mise en place des C3S. Il m'apparaît important de mettre en contexte la question qui nous est posée ce soir, le mettre en contexte des changements qui sont survenus dans l'État québécois entre la période des années 72-85, la période au cours de laquelle on a mis en place les CLSC, une période où on était en train de développer les services publics et l'État était l'entrepreneur de développement des services. Et à cette époque-là, on se permettait de chercher de l'innovation et la formule des CLSC, au départ, c'est une formule innovante. Elle a été malheureusement stérilisée, mais c'est une formule innovante. On est passé, quand on a eu complété le réseau des CLSC, on est passé à une période où l'État a voulu se faire davantage le partenaire des différentes communautés. C'est la période où le mouvement communautaire s'est le plus développé, de 86 à la fin des années 90. Et dans cette période-là, on pouvait dire qu'il y avait des relations de partenariat pas faciles, souvent conflictuelles, mais qui étaient quand même intéressantes entre les collectivités locales et le milieu. Puis un des exemples, c'est on avait des régies régionales qui reconnaissaient que les citoyens pouvaient participer à la gestion de la région, de la santé et des services sociaux au niveau régional, tandis que dans les agences, ça a disparu. Et c'est ça le changement majeur des années 2000. Ça a commencé avant que M. Couillard soit ministre de la Santé, mais quand il est arrivé, il a fini la job à la chainsaw, comme M. Levin le disait bien. On est passé à ce moment-là à la mise en place d'un système de gestion axé sur des résultats. C'est toute l'influence de la nouvelle gestion publique, de la mentalité néolibérale qui s'est installée. On ne parle plus des citoyens maintenant, on parle de clients à satisfaire. On ne parle plus de la qualité de la santé, on parle de est-ce que les gens sont contents des services qu'ils reçoivent. Moi, je suis d'accord qu'on soit content des services qu'on reçoit, mais c'est peut-être pas la seule façon de regarder un réseau de la santé. Alors, en 2003, on n'a pas fait un changement seulement dans le réseau de la santé. On a aussi créé les conférences régionales des élus, qui a fait disparaître les conseils régionaux de développement. Pour Montréal, ça n'a pas fait un gros changement. Pour les régions, ça a fait une énorme différence d'enlever les conseils régionaux, parce que sur les conseils régionaux, il y avait une participation des citoyens. Il n'y en a plus pour les conférences régionales des élus. Maintenant, c'est le club des petits amis. On coopte ceux qu'on veut bien. Les agences de santé, on a éliminé aussi les citoyens des conseils d'administration. Puis, on a ajouté sur le paquet en défusionnant les municipalités, alors qu'on avait commencé à créer quelque chose qui pouvait avoir de la consistance. Par exemple, au niveau de la métropole, je trouve que c'est dramatique, on n'est pas encore sorti, on est encore pris avec les effets de cette décision-là qui est un peu dramatique.
Deuxième élément que je trouve qui est important de mettre en place, c'est qu'au niveau de l'offre de service, on a parlé tantôt que les sondages, puis quand on écoute les nouvelles, puis en pleine campagne électorale, on se fait rabattre ça tous les jours, les gens sont inquiets, ne sont pas satisfaits. Si on regardait les gens qui reçoivent des services dans le réseau de la santé, ce n'est pas le même usage qu'on aurait. Le taux de satisfaction est extrêmement élevé. Les situations qui sont pénibles, très pénibles, il y en a, mais ce n'est pas la majorité des situations. Il y a quand même des effets intéressants. Je lisais aujourd'hui un article sur le réseau de la santé au Québec où on dit on a un réseau qui coûte le moins cher ou presque au Canada, on a des réseaux qui est le plus égalitaire en termes d'accès de services, puis on a un niveau de santé de la population qui est supérieur à la moyenne canadienne. C'est sûrement pas juste un effet du réseau de la santé, mais ça doit être aussi que le réseau de la santé ne fait pas juste rendre des gens malades. Alors, moi je pense que ça, puis il y a une chose qui me tracasse beaucoup actuellement, c'est à toutes les fois qu'on répète le message que le réseau de la santé va pas bien, on pave la voie au discours de ceux qui veulent privatiser et faire disparaître les services publics. Et là, je me dis, en quelque part là-dessus, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Deuxième chose là-dessus, dans les recherches qu'on fait actuellement, ce qu'on s'aperçoit, c'est entre le réseau public, les C3S et les organismes communautaires, c'est pas la catastrophe, c'est pas la détérioration épouvantable qui se passe. En tout cas, ce qu'on entend, c'est il y a un niveau intéressant de concertation puis de collaboration. Il y a une capacité d'écoute. Il y a même, dans les groupes communautaires, ils sont contents parce qu'ils n'ont plus besoin de passer juste par les organisateurs communautaires pour avoir accès aux directions. Ils vont directement en direction. Maintenant, il y a des structures de partenariat qui sont mises en place. Alors, c'est pas toujours positif, mais c'est pas négatif non plus. Au niveau des relations entre les organismes de la communauté et les C3S, il y a des choses qui se maintiennent. Au niveau des services d'organisation communautaire,